Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de voir ensemble comment on peut créer un jeu en utilisant des technologies web, à savoir HTML5 et JavaScript. L'objectif de toute la série de vidéos sera de faire une espèce de clone de Space Invaders, un jeu d'arcade des années 80, en voyant étape par étape comment on met ça en place. Au final, on va essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à ça, donc avec un écran d'accueil qui a un gros bouton sur lequel si on appuie, ça lance la partie. Au niveau des éléments, on a un vaisseau en bas qu'on peut déplacer de gauche à droite grâce aux flèches. On peut le faire tirer en appuyant sur espace. Quand on touche un ennemi, ça le fait exploser. Ça implémente le compteur qui est sur la gauche, qui nous indique combien d'ennemis on a réussi à tuer sur l'ensemble de la partie. On a un certain nombre de vies. Les ennemis se déplacent eux aussi de gauche à droite, mais à chaque fois qu'ils atteignent un bord, ils descendent d'un cran. Donc ils se rapprochent de plus en plus, et l'objectif c'est de tous les détruire avant qu'ils atteignent le bas, ou qu'on n'ait plus de vie. Voilà. Et ils tirent tous de façon aléatoire. Et pour que le jeu se termine pas en fait, qu'on puisse jouer tant qu'on a envie, à chaque fois qu'on va finir une grille complète d'ennemis, une nouvelle va apparaître. Alors on va essayer de finir ça rapidement. Hop là. Pouf. Ok. Il n'y a plus beaucoup. Je crois. Voilà. Donc là, j'ai fini une grille, une nouvelle est apparue automatiquement. Et aussi, on a un certain nombre de vies, c'est-à-dire que les ennemis tirent des missiles, et si on se fait choper par un missile, hop, on a un petit effet d'explosion, et on perd une vie, on voit bien que le compteur a baissé, et quand on arrive à 0, eh ben, on a perdu la partie, avec un bel écran qui nous indique bien qu'on est un loser, et le gros bouton qui permet de relancer une partie toute neuve et toute belle. Donc tout est remis à 0. Enfin, il y a un truc qui est pas remis à 0, mais bon, c'est pas grave, on verra ça pendant la série. Voilà, c'est l'objectif, donc on va voir étape par étape comment on met ça en place. C'est parti. Alors, comment on fait ça? Eh bien en fait, on va, comme tout projet HTML, avoir une page index.html dans laquelle on va simplement créer un squelette de page, intégrer un fichier style, intégrer notre fichier app.js qui va contenir l'ensemble de la logique du jeu, et on va créer un élément canvas qu'on va appeler gameboard pour plateau de jeu. Après on peut l'appeler comme on veut, ça n'a aucune importance, qui lui va contenir l'ensemble du jeu en fait visuellement, l'animation du jeu. Voilà. Dans le fichier style, on va pas mettre grand chose à part qu'on supprime tout ce qui est marge au niveau du body de la page. On va, ici ça sert juste en fait à définir une largeur et une hauteur qui s'adaptent par rapport à la taille de l'écran. Ça sert à le centrer verticalement et horizontalement avec l'opposition absolue. Et ici c'est juste pour voir en fait visuellement sur l'écran la délimitation de notre espace de jeu. Voilà. Tout le reste, ça va se passer dans notre fichier app.js qui lui va contenir en fait tout le code, toute la logique du jeu, toutes les interactions possibles, tous les éléments. Alors avant de commencer, il faut bien comprendre qu'on va utiliser énormément les classes JavaScript. Globalement, si vous n'êtes pas familier avec ça, je vous conseille d'abord d'aller regarder quelques vidéos dessus ou de vous former un peu sur le fonctionnement des classes. C'est pas hyper compliqué, normalement, même sans rien connaître, en suivant ce que je vais dire dans la vidéo, ça devrait passer, mais on ne sait jamais, si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est possible. Alors pour bien comprendre, le jeu, l'ensemble de l'animation va se passer dans ce qu'on appelle un élément canvas, donc qui permet en HTML5, en gros, de pouvoir dessiner des trucs facilement sur une page web. On va le résumer vraiment comme ça. Je vous invite à aller voir la doc sur MDN, donc le site Mozilla Developer. C'est assez simple à comprendre, mais voilà. Pour faire ça, globalement, on va déjà définir une constante qu'on va appeler World, qui va représenter le monde de notre jeu, et dans laquelle on va venir sélectionner justement notre ID du canvas, l'ID du canvas. On pourrait très simplement faire juste un canvas à la place du gameboard, donc sans le hashtag, pour sélectionner les éléments de type canvas, enfin l'élément de type canvas,
Et alors ça fonctionne très bien quand il y a un seul élément type canvas dans une page, quand il y en a plusieurs, ça fonctionne beaucoup moins bien, pour le coup. Donc nous, on va garder l'habitude de toujours se référer à l'ID parce que c'est plus simple. C'est plus propre aussi, enfin ça c'est mon avis. Ensuite, on va aller récupérer ce qu'on appelle le contexte de ce canvas. Donc ici, en ce qui nous concerne, c'est un contexte 2D parce qu'on va, on va faire du 2D. On va faire de la 2D. Une fois qu'on a fait ça, on a donc un élément world qui contient notre monde. Et on a un élément C qui contient le contexte de ce monde. C'est grâce à ce contexte qu'on va pouvoir interagir avec le canvas. Donc, notre monde, on va lui définir une largeur et une hauteur qui est en fait égale à ce qui est défini par le client. Le cas échéant, ici, c'est ce qui est défini par ma feuille de style. C'est-à-dire que mon monde va automatiquement s'adapter à la taille qui est définie par le CSS, c'est-à-dire à la taille de mon écran, vu que c'est du proportionnel. On va définir une première variable qu'on va appeler frames, qu'on va mettre égale à 0, dont le seul but sera de stocker dans quelle itération on est. Parce que l'animation, ça va être une boucle qui va se répéter indéfiniment. Et on va avoir besoin, pour certains types d'événements, même si c'est pas encore tout de suite, mais ça viendra assez vite, on va avoir besoin de savoir est-ce qu'on est dans des boucles qui sont un multiple de 10, de 50, de 100, parce que on veut par exemple que toutes les 100 boucles, il y ait tel événement qui se déclenche dans le jeu, toutes les 1000 boucles, toutes les... enfin je sais pas quoi. Bref, on va stocker en fait dans quel numéro de boucle on est. Ensuite, ici, j'ai créé une autre variable qui est un objet, donc j'ai appelé case, qui va contenir l'état des touches clavier. En gros, est-ce que ma touche gauche est appuyée, est-ce que ma touche droite est appuyée? Par défaut, au départ, c'est faux, parce qu'on a appuyé sur rien. Voilà, ça c'est la configuration de base. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, on va faire une loop, une boucle. Donc pour ça, on va passer, moi je passe par une fonction, certains ne le font pas, qui va enchaîner cette boucle. Enfin, qui va lancer cette boucle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour pas que le navigateur plante ou se demande si on fait pas n'importe quoi, on va vraiment lui dire que ce qu'on va afficher, c'est une animation. Donc une animation qui est une boucle qui se répète, en fait, qui se rappelle elle-même. Donc on indique bien ici, par le request animation frame, on indique au navigateur qu'on va lancer une animation qui est une boucle qui s'auto-appelle, en fait. À chaque itération, elle se rappelle. Et bien sûr, dans cette boucle, pour l'instant, on va juste instancier notre frame++. Donc on va, enfin notre frame avec un frame++. Donc logiquement, si je fais juste un console.log et que je rafraîchis cette page, alors, faut peut-être que je fasse un console.log de frame, sinon on va pas le voir, effectivement, et que justement je fais un console.log de frame, je vais bien voir effectivement que j'ai mon numéro, enfin mon nombre de boucles qui augmente en permanence. Donc clairement l'animation elle est lancée. Là on voit rien, mais elle est lancée, et sans que ça fasse planter le navigateur. Donc je vais recommenter ça parce que ça n'a pas d'autre intérêt que celui-ci. Maintenant, dans notre animation, dans notre jeu, on va intégrer des objets. Donc les objets, ça peut être le joueur, ça peut être les ennemis, ça va être les missiles, ça va être tout ce qui va apparaître à l'écran sera globalement un objet. Donc pour gérer les objets, on va utiliser des classes. On va commencer aujourd'hui par la classe Player. La classe Player, c'est ce qui va faire notre petit vaisseau qui va tirer les missiles sur les ennemis. Donc comment va fonctionner? Donc on définit notre classe, on va lui passer un constructeur dans lequel on va définir les paramètres initiaux et les caractéristiques de notre objet. Donc on veut que notre objet il ait une largeur qui soit égale à 32, on veut qu'il ait une hauteur qui soit égale aussi à 32, on veut qu'il ait une vitesse de déplacement à la fois sur l'axe X et l'axe Y qui soit égale à 0, et on veut qu'il ait une position qui soit égale à, donc ça permet de centrer sur le plateau, sur l'espace de jeu, et ça permet de le mettre en bas. Je vais expliquer un peu. Alors si on passe ici, le point 0, le x0, y0, en fait il est en haut à gauche, d'accord? Donc si je veux placer visuellement mon joueur en bas de l'écran, en fait je dois le placer en haut. Ok. Maintenant si je me contente de le placer tout en haut, c'est-à-dire au y max,
Même chose, quand je vais placer mon joueur, le point Y que je lui définis, c'est son point le plus haut. Donc si son point le plus haut est égal au point le plus haut du plateau de jeu, bah en fait on ne le voit pas, c'est aussi simple que ça. Donc pour le rendre visible, je le place au point le plus haut et j'enlève sa hauteur. Donc j'enlève ces 32 pixels, hop, comme ça, et comme ça mon joueur il va venir à peu près ici, au lieu d'être là, tout simplement. Donc ça, c'est le constructeur. À chaque fois qu'on va instancier notre objet, il va être créé avec ces paramètres-là. Notre objet, on va lui rajouter des méthodes, on va lui rajouter des fonctions. La première, la plus évidente, c'est le fait de le dessiner. Je vous rappelle, une animation, c'est juste un enchaînement d'images, d'accord? Donc on doit dessiner notre objet. Pour l'instant, on va faire une forme qui est extrêmement simple. On va faire un carré blanc. Donc pour faire un carré blanc, déjà on va définir la couleur, donc fill style, on va définir un white pour dire que ça sera blanc. Et ensuite, on va utiliser donc les fonctions de l'API Canvas, pour ça qu'on passe par le C point, donc qui est notre contexte 2D. Et on va venir donc dessiner un rectangle qui démarre à la position qu'on a définie. Position, c'est la position de l'objet courant, donc la position qu'on a définie dans le constructeur, à la fois en X et en Y, et il va prendre la largeur et la hauteur qu'on a définie dans notre objet. Jusqu'ici, tout va bien. Cette fonction draw, elle va juste se contenter de dessiner l'objet. Elle ne fait rien d'autre. Elle sert à strictement rien d'autre. Mais on est dans un jeu, c'est-à-dire que dans une animation, donc c'est censé bouger. Il est censé y avoir des interactions, il est censé y avoir des changements. Donc notre joueur, on doit pouvoir le mettre à jour. Pour ça, on va créer une fonction update, qui elle, pour l'instant, va prendre la position du joueur, va lui ajouter sa vitesse de déplacement, et va le dessiner. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre notre joueur, sa position initiale, on va rajouter sa vitesse de déplacement, et on va le redessiner. Comme ça, ça le fait se décaler. Donc, pour rappel, au niveau des X, on est sur le même principe, c'est-à-dire que le 0 est ici. Quand on va à droite, on augmente les X, quand on va à gauche, on les diminue. Donc ça, il faut juste le savoir. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va instancier notre classe, c'est-à-dire qu'on va créer un objet joueur. Donc là, je le fais. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a toujours rien qui se dessine, ce qui est logique. Pourquoi? Parce que, certes, j'ai créé mon objet, mais à aucun moment, j'ai appelé une fonction. Enfin, j'ai appelé une méthode de cet objet. Par exemple, là, si je faisais un player.draw, alors, hop, ça le dessine. Ça le dessine complètement en statique, parce qu'en plus, on est en dehors de l'animation. Mais, je ne vais jamais appeler directement ma fonction de dessin. Pourquoi? Parce que ma fonction de dessin, je l'ai mise dans ma fonction de mise à jour. L'objectif, c'est qu'à chaque fois que je mets à jour mon joueur, je le redessine, ce qui est logique. Donc, ma fonction update, je vais l'appeler dans ma boucle, dans la boucle qui est ici. Donc, pour faire ça, je vais simplement faire un player.update. Et je vais lui dire, tu dessines mon joueur. Donc forcément, elle me le dessine. L'avantage, c'est que là, elle le redessine à chaque boucle. À chaque fois qu'on avance dans l'animation, elle redessine le joueur après l'avoir mis à jour. Elle fait d'abord la mise à jour de sa position, et après, elle le dessine. Pour bien comprendre le principe, on va lui donner une vitesse de déplacement. On va le faire se déplacer d'1 pixel sur la droite. Alors, quand on regarde à l'écran, on a l'impression en fait que la forme s'étire, pas vraiment qu'il se déplace. Mais en fait, il se déplace. C'est juste que l'animation est une suite continue d'images. Donc à chaque frame, à chaque boucle, on vient superposer une nouvelle image. Sauf que cette superposition, elle n'efface pas l'image précédente. Et comme ici on est sur un déplacement très court, qui est inférieur à la taille de notre joueur, on a l'impression qu'il s'étire et pas qu'il se déplace. Si je lui mettais une vitesse de déplacement plus grande que sa taille, là on verrait qu'il y a un écart. C'est-à-dire que là c'est la première boucle, deuxième boucle, troisième boucle, quatrième boucle, cinquième boucle. Donc pour l'instant on va rester comme ça, et on va essayer de régler ce problème. C'est-à-dire, on voudrait que à chaque boucle, notre espace de jeu se remette à 0. Alors, il y a plein de façons de faire ça.
On pourrait par exemple redessiner un carré noir par-dessus. Mais au bout d'un moment, on se retrouverait avec, au final, énormément d'images superposées avec la plupart qui servent à rien. Mais heureusement, il y a une fonction de l'API Canvas qui permet de tout remettre à zéro. Donc c'est ce que je viens de mettre là, le clear rect, qui va... donc, son point de départ, c'est le 0.0, en haut à gauche, et on le fait aller sur toute la largeur de notre espace de jeu. Et à chaque début de boucle, on va vider notre carré, enfin notre espace de jeu, avant de redessiner quelque chose. Par exemple, si je faisais l'inverse, c'est-à-dire que si je redessinais mon joueur avant de vider, globalement, je verrais jamais rien. Parce que j'ai beau le dessiner, je l'efface tout de suite après. Donc, la première chose à faire dans cette boucle, ça va être de remettre à zéro le plateau de jeu pour pouvoir redessiner dessus sur un espace propre. C'est un peu comme un tableau qu'on efface, quoi. C'est exactement le même principe. Ok, alors là je vais filer une vitesse de déplacement, c'était juste pour comprendre le principe des déplacements, mais globalement on veut qu'il se déplace selon des actions, c'est-à-dire que je veux bien qu'il aille sur la droite, mais si je lui demande d'y aller, pas qu'il le fasse tout seul. Je veux bien qu'il aille sur la gauche, mais aussi même chose, si je lui demande d'y aller. Pour ça, on va devoir gérer des événements, qui vont être le clavier. Là, on va juste s'occuper des touches gauche et droite, donc les flèches droite et gauche du clavier. Pour faire ça, en JavaScript, on fait appel à des listeners, à des event listeners. Donc on vient écouter un événement. Allons-y. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Je vais écouter l'événement keydown. L'événement keydown, c'est quand on appuie sur une touche, tout simplement. Et alors, avant de passer directement à ça, je vais vous montrer l'ensemble. Imaginons que je récupère l'ensemble de ce que me renvoie cet événement, d'accord? Je récupère l'ensemble des données. Et je vais les afficher aussi. Juste avant de faire quoi que ce soit d'autre. Event. Ça, pour l'instant, on va même le commenter. On verra ça après. Donc, ici, tout ce que je lui demande de faire... On va peut-être commenter le switch aussi. Tout ce que je lui demande de faire, c'est qu'à chaque fois que j'appuie sur une touche, c'est qu'il m'affiche dans la console l'ensemble des informations qu'il a sur ce que je viens de faire. Donc si je passe sur l'écran de jeu et que je vais sur la flèche de gauche, je vois bien que j'ai appuyé, que j'ai un événement. Cet événement, il reprend beaucoup d'informations dont beaucoup ne nous intéressent pas en fait. On s'en fout complètement. On peut même voir par exemple si le control case il est appuyé en même temps, enfin bref. Il y a deux choses qu'on peut utiliser, soit le case, soit le keycode. Donc le keycode, c'est la valeur numérique de notre touche, ici 37. Le case, c'est sa valeur littérale. Donc là, arrow left pour flèche de gauche. On peut choisir l'un ou l'autre, ça n'a aucune importance. Afin de ne pas récupérer tout ce tableau, enfin tout cet objet, parce que c'est un objet, mais de récupérer que l'élément qui nous intéresse, on va utiliser en fait les fonctions de déstructuration de JavaScript. Donc on va passer, on va lui dire de nous récupérer l'objet case de l'ensemble de ce qu'il récupère. Et si je fais ça, globalement, et que j'affiche, tout ce qui va m'afficher maintenant, c'est bien la valeur littérale de ma touche, donc l'arrow left. Une fois qu'on a récupéré ça, on va pouvoir créer un switch qui, en fonction de la touche sur laquelle on a appuyé, va faire des trucs différents. Hop, on y retourne, on va faire case, ça on peut le dégager. Donc, pour le switch, on va lui dire, si tu appuies sur la touche de gauche, je veux que tu passes mon objet case, donc pour la touche de gauche, avec la valeur appuyée à vrai, et que tu me fasses un console log gauche. Et même chose pour la touche de droite. Donc logiquement maintenant, quand j'appuie sur la touche de gauche, j'ai bien gauche qui s'affiche, et quand j'appuie sur droite, j'ai bien droite qui s'affiche. Et je ne le montre pas, mais cet objet-là se met à jour ici aussi. À chaque fois qu'on appuie sur arrow left, ça passe à true, et ça sur la flèche de droite, et ça passe à true aussi. Ok. Donc là, on a un début de quelque chose. On est capable d'écouter les événements des touches. Une fois qu'on a écouté ces événements de touche, il faut encore en faire quelque chose. Plutôt que de gérer le déplacement ici, ce qui n'a aucun intérêt, on va le gérer dans la mise à jour de notre joueur. Donc dans la fonction update, on va par exemple faire if
comment j'appelais ça déjà? Case. Point arrowLeft, oui. Point pressed. Alors, si c'est true, il n'y a pas besoin de mettre autre chose. Par exemple, si on veut vérifier que la touche de gauche est appuyée, on fait juste ça, et on va mettre une action. On va rajouter une velocity sur l'axe X, donc on va le faire se déplacer sur l'axe X. Et pour aller à gauche, je vous rappelle, c'est une valeur négative, donc on va mettre -1. On va faire la même chose sur la touche droite, en pensant bien à inverser forcément la valeur de la vélocité. Et on va lui dire, alors on va passer par un else if. Ok, et enfin, si aucune des deux n'est appuyée, hop, on va lui dire que... hop là, on va lui dire this.velocity. Alors, quand on est sur une seule ligne, on n'est pas obligé de mettre les crochets. Moi, je les garde par habitude. Mais bon, on peut alléger son code en ne les mettant pas. Ok, donc, logiquement là, si j'appuie sur ma touche de droite, il va se déplacer à droite. Maintenant, essayons d'appuyer sur la touche de gauche, il va se déplacer à gauche. Par contre, quand je relâche, il continue de se déplacer. Et puis là, j'ai réessayé d'aller à droite, ça marche pas. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai appuyé à droite, ma valeur right press, elle est passée à true. Celle de gauche était toujours à faux. Mais une fois que j'ai appuyé sur ma touche de gauche, elle est aussi passée à true. Donc en gros, il s'est arrêté ici. Il s'est arrêté ici et il a continué, quoi. Il a continué à aller à gauche. Il n'a pas fait le reste de ça. Parce que à aucun moment, je ne gère le fait de relâcher la touche. On est d'accord? On veut qu'on se déplace à gauche uniquement quand on est appuyé sur la touche. Une fois qu'on n'est plus appuyé dessus, on est censé s'arrêter. Mais là, pour l'instant, à aucun moment, je ne gère le fait de relâcher cette touche. Alors c'est exactement la même chose que le key up, sauf que ça s'appelle que le key down, sauf que ça s'appelle un key up. Donc key down on appuie, key up on relâche. Et on va faire exactement le même truc. Donc on va reprendre ici en déstructurant le case. Ok, et on va faire un switch dessus. Donc je vais lui dire, quand tu relâches la touche gauche, ben, mon événement il repasse, mon objet repasse à faux, et ici aussi. Ça, on verra tout à l'heure. Ok, donc logiquement maintenant, si j'appuie sur la droite, il va à droite, si je la relâche, il s'arrête. Si je vais à gauche, il va à gauche, si je relâche, il s'arrête. Nickel. Donc les déplacements de mon joueur, ils sont gérés. Je remarque tout de suite que 1, c'est peut-être un peu lent. Ça va être compliqué d'esquiver quoi que ce soit en se déplaçant aussi lentement, donc on va accélérer un peu notre joueur. Ouais, c'est mieux, beaucoup mieux. Par contre, il se déplace tout le temps. C'est-à-dire qu'il est capable de sortir de l'espace de jeu, ce qui n'est pas normal, et ce qui peut être très très pénible. Donc on va devoir le bloquer, lui mettre des limites dans sa capacité de déplacement. Pour faire ça, on va juste rajouter ici, donc là on est sur le déplacement gauche. Je veux dire que si this.position, donc si sa position x est inférieure ou égale à 0, non, il faut que ça reste supérieur à 0, pardon. Donc je vais lui dire, tant que la touche gauche est appuyée et que la position du joueur sur l'axe X est supérieure à 0, oui, il peut se déplacer. Donc logiquement, si je vais tout à gauche, à un moment il va s'arrêter. Et bim, il s'arrête. Magnifique. Je vous rappelle, on part toujours au niveau de la détermination des positions du point le plus en haut à gauche. D'accord? X0, Y0, pour mon joueur, il est là. Donc mon point le plus à gauche ne doit pas être inférieur à 0, qui est la limite ici. Magnifique. Et on va voir que pour la droite, alors, on va le faire tout simplement pour commencer. Donc c'est la même chose. Hein. Donc il faut que... Merde. Donc là, il faut que la position à droite ne soit pas... elle doit rester inférieure ou égale à la largeur de mon monde. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que là, on va voir qu'il y a un petit truc, c'est que
il s'arrête, hein, parce que si je reviens directement, il réapparaît tout de suite. Mais il s'arrête forcément. La position X, je vous le rappelle, c'est le point le plus à gauche, donc il va attendre que le point le plus à gauche de mon joueur soit égal à la largeur maximale du monde. Ce qui fait qu'il sort légèrement de l'écran. Donc pour pallier à ça, on va retirer à cette largeur la largeur du joueur. Donc en gros, il pourra se déplacer sur la largeur totale du monde moins sa propre largeur. Ce qui fait que logiquement, il va se bloquer, bim boum, tout comme il faut. Donc déjà, ici, on n'est pas trop mal. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui est capable de se déplacer, en fonction de ce qu'on fait avec nos touches. Il est limité aux limites du monde, enfin en tout cas de notre espace de jeu, ce qui est tout à fait cohérent. Maintenant, il ne fait pas grand-chose d'autre que ça. Comme on est parti sur un clone de Space Evander, on pourrait se dire qu'on va le faire tirer des trucs, parce que son objectif c'est de tuer des ennemis. Donc pour ça, on va devoir rajouter une classe de missiles. La gestion par contre, elle va être complètement différente. Je m'explique. Notre joueur, il est unique. C'est-à-dire qu'il y a un seul joueur sur l'ensemble de l'espace de jeu. Nos missiles, il va y en avoir plusieurs. Il va y en avoir plusieurs et ils vont aussi dépendre d'interaction avec le joueur et de la position du joueur. C'est-à-dire que le missile, quand on le lance, il faut qu'il parte de où est le joueur. S'il part de 15 bornes à côté, ça n'a aucun intérêt. Même chose, il doit être déclenché par un événement. Par un événement particulier. Ils ne vont pas partir tout seuls. Donc on va voir comment on gère tout ça. Déjà, on va créer une classe missile qui, je vais vous l'expliquer, est relativement simple. On a deux choses. La première, c'est qu'on a toujours un constructeur dans lequel on a une position qu'on va lui passer en paramètre. D'accord ? La position de notre missile, ça sera un paramètre. C'est pas fixe comme la position de départ de notre joueur, parce que même la position de départ d'un missile va dépendre de la position actuelle du joueur. Donc on lui passera ça en paramètre. J'ai rajouté un paramètre sur sa vélocité, c'est-à-dire sur sa vitesse de déplacement. C'est pas forcément utile ici dans Space Evander, donc d'ailleurs je vais le supprimer. Et je vais lui dire que sa vélocité, elle est égale à -5. Comme ça, on gagnera du temps. Ok, on va lui donner une largeur de 3, on va lui donner une hauteur de 10, et on va, en fait, ça c'est pareil, ça sert à rien, on va dire que notre missile, c'est en fait un rectangle rouge qui va reprendre donc la position qu'on a définie dans notre objet, en x, y, sa largeur et sa hauteur. Voilà, ça c'est le rectangle qu'on va dessiner. Et maintenant, on va, tout comme pour notre joueur, on va créer une fonction de mise à jour, donc qui sera appelée à chaque boucle, dans laquelle on va venir mettre à jour la position de notre joueur, de notre missile. Alors celle-ci ne sert à rien, parce que notre missile va tirer tout droit, hein, il va aller de bas en haut, d'accord ? Notre missile, son objectif c'est de faire ça. Donc on ne met à jour que sa position Y. La position X, en gros, il va en ligne droite. Et sa position Y, on va la définir comme notre joueur, sauf que là c'est sur les Y, c'est-à-dire c'est sa position Y initiale plus sa vitesse de déplacement. Jusqu'ici tout va bien, et une fois qu'on a défini ça, on va dessiner notre missile. Ok. Allons-y. Ah oui, ce qu'il faut gérer, c'est que, je vous l'ai dit, autant notre classe joueur, hop, que je vais refermer, on n'a qu'un seul joueur sur le plateau. Ici, des missiles, on va en avoir plusieurs. Donc il faut trouver un moyen de gérer tous ces missiles. Pour ça, on va créer une nouvelle constante qu'on va appeler missile au pluriel et qui sera un tableau. Donc dans ce tableau, on va venir stocker l'ensemble des missiles qui sont présents sur l'espace de jeu. Le petit truc, il est là. Maintenant, on veut que notre missile il soit créé au moment où on appuie sur une touche. Bah, c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, là pour le coup, simplifier la vie en ne gérant que le key down, que le key up, pardon. Donc sur la barre espace, qui n'a pas vraiment de littéral, qui a un espace en fait, ça porte bien son nom, on va lui demander de lancer une méthode du joueur qui est la méthode tirer, parce que c'est du joueur qu'on va tirer.
Et on va venir ici, à chaque fois qu'on tire, afficher ce qu'il y a dans notre tableau des missiles. Ok. Donc, ce qu'on veut, c'est que quand on appuie sur espace, notre joueur appelle sa méthode tirer, et on affiche dans la console l'ensemble des missiles présents sur le plateau de jeu. Sauf que cette méthode, il faut la créer parce que pour l'instant, elle n'existe pas. Donc dans ma classe player, je vais venir lui rajouter une nouvelle méthode que je vais appeler shoot. Tac tac. Cette méthode shoot, elle est pas très compliquée. Parce que globalement, elle va juste se limiter à créer un missile. Bon. Comment on va faire ça? Eh bien, en fait, c'est assez simple. À chaque fois qu'on va appuyer sur la touche espace, la fonction shoot, elle va se contenter de pousser un missile. Alors, tac, tac, donc ça est en trou. Elle va se contenter de pousser un missile dans le tableau. Donc elle va rajouter un missile dans notre tableau des missiles. Et donc elle crée un objet, d'accord, un nouveau missile. Et pour déterminer la position de ce missile, je vais prendre la position de mon joueur, plus sa largeur divisée par 2, histoire que le missile parte du milieu de mon carré actuellement, mon carré blanc. Et ici, en fait, la vélocité, on n'a pas besoin de la définir, parce que je l'ai définie fixe. Je vais juste vérifier un truc. Pouf. Velocity.y. Voilà. Ça suffira. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Velocity égale, ici on met un tableau, pardon. Hop, et dedans on fait un x, x 2.0 et y 2.-5. Ça, je le dégage et on n'en parle plus. Ok. Donc, je reprends. Et à chaque fois que je vais appuyer sur la barre d'espace, ça va me créer un missile, le mettre dans mon tableau des missiles. Et avec la position de mon joueur, enfin le centre de la position de mon joueur, et la position Y qui est toujours la position de mon joueur, donc le point plus haut de mon joueur. Donc en gros, le missile va partir de ce point ici. Tout bêtement. Bim. Allons-y, si je fais une mise à jour, qu'est-ce qui se passe? Quand j'appuie, je vois rien. Par contre, je vois bien un tableau ici. Je vois bien un tableau, j'ai appuyé 3 fois sur la barre d'espace, et j'ai bien 3 missiles qui apparaissent dedans. Donc mes missiles sont bien dans mon tableau. Sauf qu'à aucun moment je leur demande d'apparaître. Comme on est sur un tableau d'objets, on ne va pas pouvoir ici se contenter de faire un missile.update. On va devoir parcourir notre tableau. Donc pour ça, on va faire un missile.forEach. Ok. Donc, je ne vais pas trop me casser la tête en fait. Je vais... Pouf, pouf, pouf. On va faire un missile.forEach et à l'intérieur, on va venir afficher, enfin on va mettre un update pour chaque item qui est à l'intérieur de ce tableau. Alors, histoire d'avancer rapidement. Je suis où là? Ouais, je suis là. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, on va prendre notre tableau des missiles, et pour chaque élément qu'on va trouver dedans, on va récupérer à la fois l'ensemble des informations sur cet élément, et aussi l'index du tableau qui correspond. Parce qu'on est sur un tableau, donc forcément le premier missile est l'index 0, le deuxième l'index 1, le dernier l'index 3. Et on va déjà faire un truc tout bête, c'est que pour l'instant, alors ça je vais le recommenter, pour l'instant, si je tire, que j'attends et que je retire, mon tableau il grandit à l'infini. On voit ici, il passe à 22, 24, il grandit à l'infini. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, si la partie dure longtemps, je vais avoir un tableau qui fait 15 km et je risque d'avoir des problèmes. Donc, on va en fait même mettre à jour le contenu de ce tableau. Je m'explique. Un missile qui a dépassé l'espace de jeu, on peut considérer qu'il n'a plus de raison d'exister, parce qu'il ne touchera plus aucun ennemi, et en fait il ne sert plus à rien. Donc, pour chaque missile, on va vérifier sa position Y, à laquelle on va ajouter sa hauteur. En gros, on va voir si le missile a dépassé l'espace de jeu. D'accord?
si c'est inférieur à 0, parce que je vous rappelle que ici, tout en haut, eh bien, en fait, c'est 0. Si ça, donc si le missile a dépassé l'espace de jeu, on va supprimer ce missile. On va le supprimer du tableau. C'est pour ça qu'on fait un missile.splice avec l'index du missile concerné, et on fait ça sur un seul élément. Donc le point splice, il va partir de l'index qu'on lui donne, donc ici par exemple, je sais pas moi, 0, 2, on s'en fout, et il va avancer d'un cran. Donc là, il va supprimer uniquement le missile qui vient de sortir de l'écran. Donc ça, c'est ce qu'on lui dit. Sinon, si le missile est toujours dans l'espace de jeu, on va se contenter de le mettre à jour. C'est-à-dire, quand on reprend la fonction de mise à jour, de mettre à jour sa position et de le dessiner. C'est-à-dire que maintenant, si j'appuie sur espace, bah, j'ai bien un missile qui apparaît. Magnifique. Et même plus fort, là je vais tirer plein de missiles. Donc j'ai un tableau qui s'agrandit. Mes missiles sont tous sortis de l'écran, je retire. J'ai bien un tableau qui ne contient qu'un seul objet. Donc, ma gestion des missiles, elle est faite. Nickel, Chrome. Dernière chose qu'on va voir, c'est que globalement là on a un carré blanc. Alors c'est fonctionnel, hein, mais c'est moche. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas connu les grandes heures des Atari 2600, disons que c'est pas super. Et même la film nostalgique de l'Atari 2600, je suis pas sûr que ça soit fou quand même. Donc pour ça, on va essayer de remplacer notre carré blanc par une image. L'API Canvas permet parfaitement de le faire, encore heureux. On va voir comment on fait ça. Alors, c'est pas très compliqué, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Je m'explique. Déjà, il nous faut une image. Parce que notre espace de jeu, enfin pour le charger, il nous faut une image. Moi, je ne suis pas graphiste, donc j'ai été récupérer des images sur le net. Je mettrai d'ailleurs les... Ouais, c'est celle-ci. Je mettrai les liens dans la description. Donc j'ai récupéré cette image ici que vous voyez, qui est une espèce de petit vaisseau. Donc c'est du PNG pour gérer la transparence. Ça peut être aussi très utile. Donc, pour pouvoir remplacer mon carré blanc par cette image, je vais modifier ma classe joueur. Je vais lui rajouter quelques petits trucs. C'est parti. Alors déjà, je vais devoir, dans ma classe joueur, créer, en tout cas, hop, elle est là, pif, dans mon constructeur, je vais directement dans le constructeur, déclarer une nouvelle image, qui ici, dans le chemin actuel, sera space.png. Ok. Donc pour l'instant, ça ne fait toujours rien, ça ne fait que charger l'image. Donc là, on crée un objet image, et ici, on vient lui dire où il doit aller chercher le fichier concerné. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et on peut même faire, je crois que logiquement, la bonne pratique, c'est de faire ça. Donc de partir de la racine, c'est ce que ça dit ici, et ensuite on met le chemin. Ce qui peut être compliqué avec les images, c'est que parfois le script va s'exécuter avant que l'image soit chargée. Donc il faut être absolument sûr que dans notre constructeur, une fois qu'on lui a demandé de faire l'image, on va définir le reste des caractéristiques une fois que l'image est chargée. C'est-à-dire qu'on va faire un image.onload. Donc on va attendre le chargement de l'image. Ok. On va attendre le chargement de l'image. Et une fois que cette image est chargée, on va mettre comme caractéristique à notre objet cette image. On va définir sa hauteur et sa largeur. Là, je l'avais défini en pourcentage. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va simplifier la vie. On va partir sur du 48. On va le faire un peu plus grand. 48 sur 48. Et ensuite, on va redéfinir sa position de base. D'accord? Alors ici, c'est pas Canvas, c'est World. Tac. Tac. Donc, j'ai redéfini la position de mon image, mais je l'ai fait après le chargement. Donc ici, je le supprime, parce que ça, je l'ai intégré dedans. Touc, 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 j'ai pas fait de conneries.
je ne crois pas. Je ne crois pas. Ok, là forcément, comme je ne charge pas l'image, il cherche une position qui n'existe pas. Maintenant, je vais venir remplacer mon carré blanc par l'image que je viens de définir. Et pour faire ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle drawImage dans l'API de Canvas. Donc même chose, toujours via le getContext. Alors ça, on va supprimer. Bim bam boum. Tac. Donc on va j'ai du mal. On va venir dessiner une image, d'accord? Donc on dessine l'image. On lui dit que l'image qu'on prend, c'est l'image qu'on a définie dans notre constructeur, que sa position X, c'est la position X qu'on a déterminée, ici. Même chose pour la position Y, et la hauteur et la largeur, c'est même chose, la position qu'on lui a déterminée. Tac. Alors, pourquoi il me fait une erreur? Forcément. Suis-je bête? Pouf, 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 pouf. Donc dans l'update, ici, il faut que je rajoute ça et ça. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit, les images parfois mettent du temps à charger. Donc il est vraiment important de vérifier à chaque étape que notre image est chargée. Donc là, par exemple, il n'arrivait pas à me trouver de position X, ou Y même d'ailleurs, enfin là surtout X, parce qu'il essayait de le faire avant que l'image soit chargée. Donc il faut bien vérifier que mon élément, il a bien ThisImage qui est true, enfin qui existe, parce que ThisImage, il est créé après le chargement de l'image. Donc une fois que ça c'est créé, c'est-à-dire que mon image elle est chargée. Ok, donc ça c'est hyper important. Et donc maintenant on se retrouve avec un petit vaisseau qui peut se déplacer, avec lequel on peut tirer, nos missiles qui se mettent à jour. On a déjà un bon début de petit jeu. La prochaine fois, on verra ensemble comment on implémente les ennemis, comment on leur tire dessus pour les faire exploser, et comment on gère le déplacement de ces ennemis. Ça ne va pas non plus se gérer de la même manière que pour le joueur. Enfin, pas du tout, parce que déjà, il n'y a pas d'interaction, c'est automatique. Mais surtout, dans Space Invaders, les ennemis, c'est une espèce de grille qui avance sur l'axe des X, et à chaque fois qu'ils atteignent un bord, ils descendent. Donc le déplacement par grille, on va essayer de voir comment on peut gérer ça dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas, et puis à très bientôt.